charming and gracious lady, and I want you to meet her now, Miss Theda Barra. Thank you, Woody. Our Hollywood entertainment has certainly developed amazingly since I was making pictures. Yes, everything's different now. As you and I know, before pictures grew up and started to talk, we had to translate all emotion into pantomime. Oh, you may think you have trouble today, but do you remember the difficulties we had working with a split screen? We had to express jealousy, hate, love, or devotion, all in pantomime. And at the same time, keep pace as the director guided us with a 1, 2, 3, 4, just as a metronome guides a pianist. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Bien avant Greta Garbo et Marlène Dietrich, il y avait Theda Bara. En quelques années seulement, l'actrice deviendra la première femme fatale du cinéma muet. Elle est encastrée dans ses rôles de vamps qui finiront par ruiner sa carrière. Nouvel épisode de Close-Up Dramatique, très enthousiaste pour cet épisode puisqu'on parle de la première femme fatale d'Hollywood, Theda Bara. Theda Bara est la source même de l'expression anglophone une vamp, puisque lorsque la gloire va arriver, les journalistes vont la surnommer de vamp. Une vamp, c'est quoi pour ceux qui sont moins familiers avec ce genre de vocabulaire que les anglophones utilisent plus vraiment, je crois, aujourd'hui? Une vamp, c'est une femme fatale. C'est aussi simple que ça. C'est une référence surtout au mot vampire. Alors, une vamp, on peut comprendre que c'est une femme qui va mordre les hommes, qui va les séduire pour les rendre presque dans un état second, là. Theda Bara va donc devenir la première vamp d'Hollywood. Elle va tourner dans plusieurs grandes productions. Elle est aussi la première Cléopâtre du grand écran. On en reparle plus tard puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur ce film. Malheureusement pour nous, la grande majorité de son travail a été perdu ou a brûlé dans un incendie dans les studios de la Fox à la fin des années 30. Ce qui fait qu'en 2022, il reste que très peu de choses du cinéma de Theda Bara. Mais avant de parler du succès de Bara, puis de sa gloire déchue et de son héritage parti en fumée, revenons à son enfance. De son vivant, l'enfance de Theda Bara était un secret gardé précieusement par l'actrice elle-même. Elle refusait de répondre aux questions des journalistes sur son passé et souvent on a dit que c'était une émigrée européenne. Et lorsque Cléopâtre va sortir et connaître un succès monstre, Theda va raconter qu'en fait elle est égyptienne et qu'elle est elle-même de la lignée de l'ancienne reine d'Égypte. Alors vous voyez, de son vivant, il y avait vraiment une espèce de mythe autour de la femme fatale. Sauf qu'aujourd'hui, on connaît la vraie histoire et elle est pas mal moins incroyable. Theodisa Burr Goodman, née le 29 juillet 1885 à Cincinnati. Et oui, en réalité, celle qui deviendra la future Theda Bara n'est pas née au Caire ou quelque part en Europe, c'est une Américaine née au pays. Elle est cependant la fille de 2 immigrants. Son père est un tailleur de pierre né en Pologne et sa mère une Française née en Suisse. Les parents de l'actrice se sont mariés en 1882 et auront 2 autres enfants après la naissance de Theda, Mark et Easter. Easter fera elle aussi du cinéma quelques années plus tard sous le nom de Lori Bara, connaissant un succès plus mitigé que celui de sa sœur. La petite Theda Bara est une fillette très énergique qui aime s'amuser avec ses amis. Son jeu favori est de s'imaginer en spectacle devant une foule très heureuse. Elle aime créer de petites pièces de théâtre pour ses parents et ses amis où elle tient les rôles principaux, bien évidemment. Elle fait un peu de tout. Elle essaie d'être drôle, puis c'est le drame immense qui survient dans ses inventions. Vous voyez le genre, là, un peu comme tous les enfants très imaginatifs font. À 18 ans, elle fait partie des élèves qui reçoivent les félicitations du directeur lors de leur graduation. Elle sort du Walnut Hills High School en étant parmi les meilleures et avec quelques expériences de théâtre derrière elle. Au cours de sa scolarité, Theda était toujours des pièces de théâtre créées par son école.
À sa sortie du collège, elle désire se lancer pour de bon dans le théâtre, tout en étudiant à l'Université du Connecticut. Elle travaille très souvent dans les théâtres locaux comme figurante ou dans des rôles très secondaires. En 1908, Theda Bara prend la décision de quitter sa famille et sa ville natale afin de s'installer à New York, là où tout se passe. Au début des années 1900, faut pas oublier que New York est, artistiquement parlant, la ville des États-Unis où tous les artistes de la scène rêvent de briller. La jeune Theda fait pas exception. Déjà en 1908, en étant que très peu reconnue dans le milieu, elle a la réputation d'être particulièrement douée pour les rôles de femme fatale. Sa beauté est aussi un atout important que recherchent les producteurs des théâtres. Elle attend pas très longtemps après son arrivée dans la grosse pomme avant de recevoir un premier rôle. Elle débute à Broadway la même année dans The Devil, une pièce qui connaîtra un joli succès. On sait pas vraiment comment Theda Bara passe du théâtre au cinéma, elle-même en a jamais vraiment parlé, ce qui fait que ça ajoute juste une couche de plus au mystère de Theda Bara. On sait qu'au début des années 1910, elle commence à avoir certains rôles de figuration au cinéma, surtout pour la Fox Studios qui vont finir par lui offrir un contrat en 1914. La plupart de ses premiers rôles au cinéma sont tournés dans le New Jersey, où se trouvent à ce moment-là les studios principaux de la Fox. Elle fait donc souvent l'aller-retour New York-New Jersey, puisqu'elle veut pas quitter la ville de New York à ce moment-là. Sa famille vient tout juste d'emménager avec elle et Theda est persuadée que son premier grand rôle sera dans cette ville. En 1915, consciente que sa carrière au théâtre plafonne malheureusement depuis plusieurs mois, elle accepte de déménager graduellement à Los Angeles où la Fox s'est installée un genre de petit grand studio. New York n'est plus la plateforme centrale du théâtre et du cinéma puisqu'Hollywood commence à gagner du terrain et a de plus en plus d'importance. Elle accepte de déménager à LA puisque le studio lui offre un premier rôle d'importance au cinéma dans A Fool There Was, un drame psychologique. Mais la Fox se rend compte qu'il est très difficile de donner un rôle d'importance à Theda puisqu'elle est encore une inconnue pour le grand public. D'autant plus qu'elle jouera à côté d'Edward Josey, l'une des stars du muet les plus reconnues à ce moment-là. Pour contrer le fait qu'un nom inconnu apparaîtra aux côtés d'une grande star, la Fox organise un coup d'éclat publicitaire. Dans une campagne de publicité immense pour faire connaître Theda Bara, on mentionne qu'elle est nouvellement arrivée au pays. Selon la Fox, l'actrice serait née à l'ombre du Sphinx par une journée très chaude. On dit aussi que sa mère est une Française mariée à un maître arabe. Rien, mais rien à voir avec la réalité. Theda Bara est aussi un anagramme, celui de Arab Death, une inversion de lettres qui cause un élan de popularité et de curiosité autour de l'actrice sans précédent. C'est à ce moment-là, alors qu'elle n'a même pas encore tourné son premier film d'importance, que le mythe Theda Bara naît. Pour recevoir les médias, la Fox lui loue une chambre d'hôtel où une importante mise en scène est créée. On déguise la chambre d'hôtel avec des draperies immenses un peu partout qui donnent une impression d'être dans une tente de sultan. Étant elle-même très attirée par l'ésotérisme, Theda Bara a des connaissances sur le monde de l'occulte et ne s'en cache pas. Elle parle très souvent de magie blanche et de magie noire, ce qui est juste une autre couche au voile énigmatique qui entoure l'actrice. C'est la première fois de son histoire que le cinéma opère une telle opération de marketing autour d'une personnalité. A Fool There Was, grâce à la campagne publicitaire autour du film, va connaître un succès monstre, doublant presque son budget avec les profits. Alors que le passé de l'actrice a été inventé de toutes pièces et que le public connaît désormais son nom, le type de rôle que jouera l'actrice est également décidé. Elle jouera les rôles de femmes fatales, de femmes qui ont envie des hommes et qui se battent pour eux. Les personnages que jouera Bara seront celles des femmes venant mettre des problèmes dans les mariages heureux aussi. Comme dans A Fool There Was, où elle interprète justement une femme qui séduit un homme politique déjà marié avant de le convaincre d'abandonner sa famille et de ruiner sa vie. Elle a été si convaincante dans ce rôle de femme fatale que le studio ne veut plus l'éloigner de ce type de jeu.
Pour les intéressés, A Fool There Was est disponible en entier sur YouTube et c'est l'un des 2 seuls films complets de Tida Barra à s'être rendu jusqu'à nous. J'ai vraiment bien aimé le film, on voit très bien le genre de personnage que se donnait l'actrice qui est encore à ses débuts en 1915. Après quelques rôles du genre dans de courts métrages, les journaux la surnomment déjà The Vamp, un terme inventé spécialement pour elle comme je vous le disais au début du balado. En 1915, elle joue dans pas moins de 9 autres films profitant de l'effervescence autour d'elle. Tous des rôles de femme fatale. En l'espace de quelques mois, celle qui avait de la misère à se faire une place au théâtre est devenue une actrice populaire. L'année suivante, elle joue dans une dizaine de films dont la première version de Roméo et Juliette portée à l'écran. Les studios de la Fox reçoivent des demandes à chaque jour de fans voulant une photo de leur actrice préférée. Pour combler à ces demandes, la Fox prend des dizaines de clichés de Tida par semaine. La femme reçoit aussi beaucoup de demandes de mariage par la poste. À l'époque où le cinéma commençait encore, les gens avaient de la misère à faire la différence entre les personnages que jouaient les acteurs et leur vraie personnalité. Le public pensait souvent que les acteurs étaient comme dans leurs films, sans exception. Même chose quand la télé va arriver, cette façon de penser va revenir un peu, on dirait. Comme Tida Barra joue que des femmes fatales qui font tomber les hommes, c'est la logique des choses qu'elle reçoit des dizaines de demandes en mariage, on dirait. Elle répond souvent à ses lettres passionnées, toujours en refusant poliment. Puisque dans la vraie vie, la personnalité de Tida était presque l'inverse. Ses amis ont souvent dit que son personnage public avait été créé de toutes pièces. Tida avec les hommes était plutôt réservée, même timide, et que c'est plus normal de la retrouver entre 2 rangées de bibliothèques que dans une boîte de nuit. Mais ça, au moment de son succès, le public l'ignore totalement. Elle devient aussi le premier sex symbole d'Hollywood puisqu'en 1915-1916, on n'a pas encore trouvé de femme faite pour les rôles de ce genre. Les costumiers de l'époque s'amusent beaucoup avec elle également. On lui fait des costumes complètement fous qui laissent parfois peu de place à l'imagination. Des robes transparentes, des confections une pièce brillante où seules ses parties intimes sont cachées. Tout ça ajoute au personnage de femme fatale qu'elle possède une allure de déesse. Elle est très consciente de son physique et ne s'en cache que très rarement à l'écran. Mais le sommet de la gloire n'est pas encore arrivé pour Tida Barra. À l'ombre des pyramides cartonnées, la Fox prépare le prochain succès de l'actrice. Lorsque 1917 arrive, Tida Barra est devenue en moins de 2 ans une star de l'écran. Elle est l'opposé de toutes les stars féminines de l'époque comme Mary Pickford ou encore Lillian Gish. Les actrices de son temps sont plutôt dominées par les hommes, prêtes à tout pour leur faire plaisir, alors que Tida, elle se joue avec les hommes. Elle leur fait plaisir aussi, mais toujours dans le but d'arriver à ses propres fins. Un personnage de femme forte comme on n'en voit que très peu dans les films du début du cinéma. La Fox est bien consciente du succès de leur actrice vedette. Le studio lui offre les meilleurs scénarios. Au début de l'année 1917, elle tourne dans plusieurs productions, dont Camille, l'adaptation muette de La Dame aux Camélias. C'est la première fois que l'histoire est portée à l'écran. Dans les années 30, Greta Garbo en fera une version sensationnelle. La version de 1917 va recevoir un très bel accueil du public et les critiques vont applaudir la performance de Barra. Mais Camille n'est rien à côté de ce que prépare la Fox. Pendant le tournage du film, Tida Barra reçoit une offre pour un rôle qui deviendra sa plus grande performance à vie.
celui de la reine d'Égypte, Cléopâtre. Cléopâtre sera la plus grosse production que le cinéma muet va connaître de toute son histoire. Le film coûte pas moins de 500 000 $ à produire, ce qui veut dire environ 12 millions en 2022. Pour l'époque, c'est une somme astronomique. Plus de 2000 comédiens et figurants sont engagés pour tourner, et Tida Barra aura plus de 50 costumes pour le film. C'est le nombre le plus élevé de changements de costumes pour une seule personne dans un film muet. Des costumes qui sont parfois risqués et qui pourraient être censurés. Mais la Fox mise le tout pour le tout et finalement aucun des costumes sera censuré. C'est un film de plus de 2 heures aussi, ce qui est assez rare en 1917. Cléopâtre sera le plus gros succès de l'année 1917, tous studios confondus. Certains cinémas doivent prolonger leurs heures d'ouverture afin de répondre à la demande qui est énorme et qui semble grossir de jour en jour. Selon quelques sources internet dédiées à Tida Barra et au studio de la Fox, dans sa première semaine de sortie, le film aurait presque doublé son budget en termes de profit, ce qui veut dire environ 1 million de dollars de profit. Pour l'époque, c'est une somme qui dépasse l'entendement. En plus, le film a la chance d'avoir une campagne publicitaire incroyable. Tida Barra raconte à qui veut bien l'entendre, ce qui veut dire à peu près tout le monde, qu'elle est née au Caire. Une fois à côté d'une pyramide, l'autre fois, elle raconte qu'elle est née sur le tombeau de Cléopâtre. Un tombeau que tout le monde recherche, mais que seule sa famille connaît l'emplacement exact, puisqu'elle est descendante elle-même de la légendaire reine d'Égypte. Vous voyez le genre un peu. C'est normal qu'avec des déclarations de ce genre-là, il y ait une espèce d'engouement autour du film et de l'actrice. Tida Barra savait vraiment attirer l'attention. En 1934, cette version de Cléopâtre va être jugée trop obscène pour être présentée et va être rangée dans le fond d'un entrepôt. Aujourd'hui, on croit que le film aurait brûlé dans l'incendie de la Fox en 1937. Seules quelques bribes du film ont été retrouvées il y a quelques années, mais c'est vraiment juste un échantillon qui nous donne à peine l'idée de la grandeur du film. Cléopâtre va mettre Tida Barra dans une position de star incontestée. Désormais, toute l'Amérique la reconnaît et le monde entier est troublé par cette actrice dont le passé est obscur et reste une source de mystère et d'interrogation. Après le succès de Cléopâtre, elle enchaîne avec The Rose of Blood, puis en 1918 dans Salomé. Salomé est l'équivalent de Cléopâtre. C'est une autre méga production qui a pour but de faire briller Tida Barra. Encore une fois, c'est un succès monstrueux. Les gens accourent dans les cinémas afin de voir et revoir le film. On applaudit sa performance encore une fois et elle devient l'actrice tout sexe confondu qui rapporte le plus à la Fox. Par contre, contrairement à Cléopâtre, Salomé va être grandement censuré. Dans certaines villes américaines, le film est interdit de diffusion par l'Église qui considère qu'il fait une mauvaise promotion des scènes bibliques. D'autant plus que Salomé, tiré de la religion, est joué par Tida Barra, une actrice dont la réputation de femme fatale se fait de plus en plus grande, mais qui est en réalité montée de toutes pièces. L'Église est loin d'être en accord avec tout ça et va même tenter d'empêcher le film de sortir. Ce sera un échec pour eux malheureusement. Seules quelques villes vont accepter de ne pas sortir le film dans leurs salles. Tout comme Cléopâtre, le film est considéré perdu à jamais. Mais en 2021, on a retrouvé en Espagne environ 2 minutes du film, ce qui peut nous donner une vague idée de la grandeur de Salomé. En 1918, Tida Barra est appelée pour témoigner dans une histoire de meurtre, dont elle n'avait aucune connaissance. George Martinez est accusé d'avoir assassiné sauvagement sa belle-mère pour, tenez-vous bien, l'amour de Tida Barra. Lors de son interrogatoire, Martinez avait raconté être un fan obsessionnel de l'actrice et qu'il croyait que s'il tuait quelqu'un, ce serait alors la plus belle preuve d'amour pour Barra. Il avouerait ensuite son crime à l'actrice qui tomberait follement en amour avec lui. Un témoignage assez étrange, on va se le dire. Évidemment, l'actrice ne connaît pas le meurtrier qui sera finalement reconnu coupable. Le témoignage de Barra sera plus axé sur son personnage de vamp qu'elle tente tant bien que mal de défendre. Ce passage au tribunal va salir la réputation de Barra pendant plusieurs semaines. En 1918, Tida écrit son premier scénario,
The Soul of Buddha, où elle se garde le rôle principal, celui de la grande prêtresse. Au moment où elle écrit le film, elle est au sommet de la gloire. Seuls Mary Pickford et Charlie Chaplin sont plus connus que Theda Bara. Mais ni Pickford ni Chaplin peuvent se vanter d'avoir la publicité qu'elle possède. Son côté très mystérieux et son refus constant de parler de son passé et d'elle-même fait en sorte que les médias s'intéressent constamment à elle et cherchent de rares informations sur sa vie privée. À la sortie de Soul of Buddha, c'est un autre succès immense. Bara est alors payée plus de 4 000 $ par semaine, ce qui fait d'elle l'une des actrices les mieux payées de son époque. Ce salaire important n'inclut pas les nombreuses robes et bijoux que porte souvent l'actrice. Pour ce qui est de son apparence, c'est la Fox elle-même qui s'occupe de payer les coûts. Elle va par la suite enchaîner les succès jusqu'au début des années 20. Mais en 1919, coup de théâtre, la Fox refuse de renouveler son contrat suite au flop de Kathleen Mavourneen. Bara ne sait pas comment réagir face à cette nouvelle surprenante. Elle est l'actrice qui rapporte le plus au studio depuis 1915, mais elle est aussi lassée d'être toujours cantonnée dans le même type de rôle. Elle voudrait faire autre chose que les Vamps, mais la Fox refuse constamment par peur de voir la popularité de l'actrice s'écrouler en un seul film. Avec ce refus de renouveler son contrat, Bara voit une opportunité de faire un grand changement dans ses films. Sa carrière va souffrir énormément sans l'aide publicitaire de la Fox. Elle tourne moins de 5 films après sa rupture avec la Fox. En 1921, elle tourne The Prince of Silence, qui passera totalement inaperçu. Même le nom de Theda Bara en haut de l'affiche ne suffit pas à mousser la publicité du film. En 1921, elle se marie avec Charles Brabin, un directeur de films anglais émigré aux États-Unis. Charles Brabin a lui divorcé de sa première femme pour être en couple avec Bara, une histoire qui, en 1919, au moment de leur rencontre, a fait grand bruit. Mettant Bara à nouveau au devant de la scène, le public et les médias ont vu dans cette histoire la confirmation du personnage de femme fatale de l'actrice. On dit qu'elle a forcé le directeur de film à divorcer de sa femme pour être pleinement avec elle. Son nouveau mari, qui est aussi son premier, n'est pas très enthousiaste à l'idée que sa femme soit une actrice reconnue. Bien que sa carrière ait de plus en plus de difficultés, Brabin lui demande alors de cesser ses activités et de dédier sa vie à lui. Lassée par le cinéma et le succès qui ne semble pas vouloir revenir, Theda Bara accepte la demande de son mari. Elle n'annonce cependant à personne qu'elle désire se retirer définitivement du cinéma. Elle s'isole avec son mari et se met alors à cultiver un vif intérêt pour les activités domestiques. Le couple vit très heureux et leurs soirées sont très populaires. Bien qu'elle ait toujours été dans la vraie vie d'un naturel plutôt discret, Theda Bara est une hôte exemplaire, prête à tout pour que ses invités aient du plaisir. Rapidement, tout le Hollywood des années 20 se retrouve dans l'immense demeure de l'actrice et de son mari. Au cours des années 20, le couple achète un immense terrain de plus de 400 hectares en Nouvelle-Écosse, où ils font construire un genre de petit manoir. Le manoir est baptisé Baranooks, et les gens du coin sont très curieux puisque les constructions de ce genre sont assez rares. Ils y habitent que quelques semaines par année puisqu'ils partagent leur temps entre Hollywood, New York et la Nouvelle-Écosse. En 1925, Theda Bara souhaite faire un retour au cinéma. En manifestant ce désir, elle ne reçoit que quelques scénarios pour des films. Elle est assez déçue par ce nombre peu élevé d'offres. Elle s'attendait à recevoir près d'une centaine de propositions, mais son retour à l'écran semble provoquer peu d'engouement. Elle accepte finalement de tourner dans une production mineure, The Unchasted Woman, qui est l'un des seuls films entiers de Theda Bara qui a résisté au temps. Le film connaîtra un succès très mitigé, même si la publicité écrit que ce film est le grand retour de Theda Bara. Le public n'est plus au rendez-vous. L'image de la femme fatale a énormément changé avec l'arrivée de Clara Bow ou encore d'une très jeune Greta Garbo. Elles ont fait de l'image de la femme fatale quelque chose de beaucoup moins brut et bestial que le faisait Bara. L'année suivante, en 26, elle apparaît dans le court-métrage Madame Mystery qui connaît que peu de succès. Après ses échecs, Bara ne reçoit pas d'offre qui lui plaît pour travailler dans le cinéma. Elle retourne donc à ses activités de femme mariée et recommence à donner des soirées grandioses. Elle n'apparaîtra plus jamais à l'écran.
À la fin des années 20, Theda Bara est un nom oublié du cinéma. Avec l'arrivée du code ACE en 1934, la grande majorité des films de Bara sont censurés ou déclarés illégaux. Le code ACE est, pour faire court, un genre de livre de règlement du cinéma où on mentionne ce qui peut être montré à l'écran et ce qui ne peut être montré. Pour donner un exemple, on dit qu'une scène de baiser ne peut durer plus qu'un certain nombre de secondes. Dépasser ce nombre de secondes, ça devient scandaleux et susceptible de heurter les mœurs du public et de pervertir les jeunes. Avec ses costumes souvent osés, ses scènes d'amour interminables, Theda Bara devient la figure de la censure. Avec le code ACE, ses films sont rangés au fond des entrepôts de la Fox. En 1937, cet entrepôt est victime d'un incendie important qui détruit des milliers et des milliers de films de l'époque du muet. La grande majorité des films de Bara s'y retrouvaient et ont péri. Ce qui est très dommage pour son héritage puisqu'aujourd'hui, on peut pas vraiment comprendre le mythe de l'actrice. On n'a pratiquement que des photos d'elle. On n'a rien de complet lorsqu'elle était au sommet de sa gloire, ce qui fait qu'on peut pas comprendre pourquoi elle était si provocante. Peu de temps après cet incendie, Charles Brabin, son mari, est victime d'un violent accident de voiture et doit être hospitalisé. Étrangement, le nom de Theda Bara revient dans les médias. J'ai pas trouvé la source exacte de où commence cette rumeur, mais les médias de l'époque accusent l'actrice d'avoir tenté d'assassiner son mari. Rien de moins. En gros, on dit qu'elle a saboté la voiture de Brabin afin de faire passer son meurtre comme un accident de voiture. Sa réputation va prendre un solide coup suite à cette rumeur, et on oublie tout le reste de sa carrière. On se base sur ce ragot qui, soit dit en passant, semble inventé de toutes pièces. Mais Theda Bara tente de se défendre tant bien que mal envers les journalistes. Ce scandale qui l'entoure relance sa popularité un peu, ce qui fait qu'on retrouve Bara dans les journaux et même dans certaines radios. Bien qu'elle ait jamais fait de cinéma parlant, on peut aujourd'hui entendre sa voix grâce à des entrevues radio qu'elle a données. Dans l'une de ces entrevues, elle explique qu'elle aimerait beaucoup refaire du cinéma dans n'importe quel rôle. Elle explique qu'elle trouve que le cinéma a très bien évolué et qu'elle aimerait faire partie d'une grande production dans les prochaines années, après avoir fait quelques essais avec le parlant pour s'habituer à ce nouveau rythme. Malheureusement pour elle, ça va jamais arriver. Theda Bara donne aussi son opinion sur certaines stars du cinéma, comme par exemple Joan Crawford. Bara n'aime pas beaucoup Crawford et elle explique l'avoir rencontrée à de multiples reprises et que chaque fois, l'actrice lui a fait très mauvaise impression. Bara explique que Crawford est très désagréable avec les gens sur le plateau et qu'elle se croit au-dessus de tout. Bara dit aussi que l'actrice n'a aucun respect pour les gens de l'industrie du muet alors que le monde entier doit beaucoup au muet. Theda Bara n'aime pas du tout Joan Crawford et ça a été l'une de ses déclarations qui a fait beaucoup jaser. Dans les années 40, elle commence à écrire un film sur sa vie, un film qui ne sera jamais achevé puisqu'aucune compagnie de cinéma semble être intéressée par elle. Ça a dû être quelque chose de très dur à vivre pour l'actrice puisqu'après les années 30, elle a été complètement oubliée. À la même époque, elle tente de faire projeter à nouveau ses films grâce à sa collection privée. Mais elle a une mauvaise surprise. Alors qu'elle ouvre l'une de ses capsules, elle se rend compte que les bobines de film sont énormément abîmées et certaines sont complètement réduites en poussière. C'était quelque chose de courant avec la nitrate qui était utilisée pour fabriquer les bobines. C'est un matériel qui se dissout vraiment facilement si c'est pas conservé d'une façon très spécifique. Chose que Bara ignorait complètement. Theda Bara comprend alors que ses heures au sommet de la gloire sont perdues à tout jamais. Ni les bobines originales, qui ont brûlé dans l'incendie de la Fox, ni ces bobines à elle peuvent être utilisées. Au début des années 50, âgée d'un peu plus de 60 ans, les médecins lui annoncent qu'elle est atteinte d'un cancer de l'estomac et qu'il est trop tard. Bara croyait que c'était seulement des problèmes d'estomac qui finiraient par passer et elle a attendu et attendu avant de consulter. Le 7 avril 1955, Theda Bara décède de son cancer. Les heures de gloire de Theda Bara sont peut-être parties en fumée et se sont désintégrées, mais l'essence même du premier sex symbole d'Hollywood, lui, est immortelle.
I just hope everyone will be as happy about another Cedar Barrel picture as I am. The public has been very good to me in the past. And I know they'll be awfully glad to see you again. I'm sure it'll be a great thrill not only seeing you, but hearing your voice. Thanks, Miss Barrett, for joining us tonight. I'm glad I could. Good night. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.